Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation de l'identité nationale de santé et du référentiel national d'identité-vigilance. Un webinaire qui est plutôt destiné à un public médico-social. Je vous propose de patienter quelques minutes, une ou deux, le temps de laisser aux retardataires le temps de se connecter. En attendant, je vous rappelle les bonnes pratiques. Avec cet outil de webinaire, vous ne pouvez pas utiliser votre micro. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'y répondrai soit lors des sessions questions-réponses, soit au fil de l'eau. Vous trouverez le support de présentation dans l'espace collaboratif GRIF de l'Agora Social Club. Si vous avez des difficultés pour vous inscrire, n'hésitez pas à nous contacter en envoyant un mail à grive@ies-sud.fr. Enfin, et afin de nous permettre de vous envoyer les quiz et les questionnaires de satisfaction, si vous étiez plusieurs à assister au webinaire en utilisant la même connexion informatique, merci d'envoyer un mail toujours à la même adresse, Grive, en précisant bien vos noms, prénoms, fonctions, établissements et adresse mail. Je vous propose, écoutez, de démarrer. Nous avons l'air d'être assez nombreux. Au cours de ce webinaire, je vais vous présenter successivement l'identité nationale de santé, le référentiel national d'identité-vigilance, et je déclinerai finalement ce référentiel de façon plus opérationnelle en insistant plus sur les bonnes pratiques d'identification primaire qui vont vous intéresser parce qu'elles sont très importantes à respecter pour récupérer et qualifier l'identité nationale de santé. Je vous présenterai le fonctionnement du téléservice de l'assurance maladie qui vous permettra de récupérer l'INS. Et enfin, on passera quelques minutes sur les étapes nécessaires à la conduite de votre projet. Dans le support de présentation, vous aurez un certain nombre de documents. Ils sont présentés là sur ces liens. Sur cette diapositive, pardon. Et pour chaque document, ce sont des liens cliquables. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à télécharger le document. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que cette identité nationale de santé? L'identité nationale de santé, c'est une identité qui provient des bases d'identité de référence qui sont alimentées et gérées soit par l'INSEE pour les usagers nés en France, soit par l'assurance maladie pour les usagers qui sont nés à l'étranger. Ces bases, elles sont utilisées, elles sont interrogées en utilisant un téléservice, le téléservice INSI, qui est mis en œuvre par l'assurance maladie. Et ça permet de récupérer directement dans le système d'information l'identité de l'usager telle qu'elle est connue dans la base. Il n'y a pas de ressaisie, donc pas de risque d'erreur. Et tout l'intérêt, c'est que tous les acteurs partagent la même identité pour le même patient, ce qui permet de référencer les données en sécurité et de les échanger, de les partager entre acteurs de santé, du médico-social, sans avoir des identités un petit peu différentes. L'utilisation de cette identité nationale de santé est obligatoire depuis plus d'1 an maintenant, puisque c'était à compter du 1er janvier 2021. L'utilisation de l'INS est encadrée par un corpus juridique qui est important. 2 décrets, le décret dit cadre NIR qui autorise les acteurs de santé à utiliser le NIR comme identifiant national de santé. Le décret dit INS qui dit c'est bien le NIR qui est l'identifiant national de santé. Et enfin, un arrêté qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il rend… Alors, il est récent, vous voyez, il est paru au journal officiel le 8 juin 2021, alors que l'utilisation de l'INS était obligatoire depuis le 1er janvier, donc il est paru en retard. Mais il est très important parce qu'il va rendre obligatoire 3 documents socles. Le référentiel INS version 2, qui définit et qui encadre l'utilisation de l'INS. Le guide d'implémentation, ça c'est un document qui est plutôt destiné aux éditeurs de vos solutions, de votre dossier unique informatisé.
et qui décrit finalement quelles sont les exigences qu'il doit respecter pour gérer l'identité nationale de santé dans l'outil. Et un document qui vous concerne plus particulièrement, qui est le référentiel national d'identito-vigilance. Donc, l'arrêté du mois de juin 2021 rend opposables les 5 premiers volets. Alors, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas concerné par tous les volets. Vous êtes concerné, on le verra plus en détail, par le volet 1 et le volet 3 du RNIV. Alors, cette INS, finalement, je voulais déjà un petit peu dévoiler quel est son intérêt. L'intérêt, c'est que tout le monde utilise la même identité pour parler du même patient. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas partout. À l'hôpital, on utilise volontiers le nom de naissance. En ville, on utilise plus volontiers le nom d'usage ou le nom utilisé. Ce qui fait que pour parler du même usager, aujourd'hui, on peut avoir des identités un petit peu différentes. Alors, c'est compliqué, on a peur de faire une erreur, on ne peut pas échanger par interface informatique automatiquement, hein, puisqu'on n'a pas d'identifiant commun. Quand tout le monde aura implémenté l'identité nationale de santé, tous les acteurs utiliseront cette identité qui provient des bases d'état civil, hein, j'insiste, et pas du tout des bases de la sécurité sociale. Donc, soyez rassurés, ça n'est pas une identité de sécurité sociale que vous allez utiliser. Et cette identité nationale de santé, elle est composée de quoi? Elle est composée de 5 traits stricts d'identité, donc des traits qui sont invariables dans la majorité des cas, que sont le nom de naissance, les prénoms de naissance, donc ceux qui sont inscrits sur l'acte d'état civil, la date de naissance, le sexe et le code, alors code géographique officiel, hein, qu'on appelle communément le code INSEE, code du lieu de naissance. Donc, vous voyez, 5 traits d'identité. Et cette INS est également composée d'un matricule INS qui est constitué par le NIR, numéro d'identification au répertoire des personnes physiques de l'usager, ou le NIA. Le NIA, c'est le numéro d'identification d'attente. Et ce numéro d'identification d'attente, il est attribué par la sécurité sociale aux usagers qui sont nés à l'étranger et qui sont en cours d'immatriculation. Alors, je m'interromps juste une minute pour répondre à Madame Bloise. Alors, ce n'est pas tout à fait la même information que l'année dernière. J'ai un petit peu complété, comme dit Sophie dans le chat, et il y a quelques éléments nouveaux à la fin de la présentation. Je l'ai modifié un petit peu pour mettre en valeur les dernières actualités. Il y a dans cette identité nationale de santé, il y a également ce qu'on appelle un OID. Donc OID, ça veut dire Object Identifier, en français identifiant de l'autorité d'affectation, qui permet d'attester finalement que l'identité provient bien des bases nationales d'état civil et a été récupérée en utilisant le téléservice. Et cet OID, il permet aussi à vos systèmes d'information de distinguer un matricule INS de type NIR d'un matricule INS de type NIA. Et c'est assez important parce qu'un matricule NIA, une fois que les vérifications d'immatriculation seront terminées, il va changer pour se transformer en NIR. Donc, c'est important que votre système d'information sache que c'est un NIA. Comme ça, on sait, il va vous alerter sur le fait qu'il faut interroger plus fréquemment le téléservice pour vérifier ou récupérer à nouveau l'INS. Alors, NIR, NIA, matricule INS et numéro de sécurité sociale. Ça peut parfois être la même chose. Hein, donc, le matricule INS peut avoir la même valeur qu'un numéro de sécurité sociale, mais pas toujours. Dans quel cas le matricule INS peut avoir la même valeur que le numéro de sécurité sociale? C'est quand le bénéficiaire des soins est lui-même l'assuré, donc ce qu'on appelle l'ouvrant droit finalement. Si par contre le bénéficiaire des soins n'est pas l'assuré, c'est un enfant par exemple qui est assuré par un de ses parents, à ce moment-là, le matricule INS sera le NIR personnel de l'enfant et le numéro de sécurité sociale sera le NIR du parent qui l'assure. Dans certains cas particuliers pour des usagers qui sont nés en Algérie française avant l'indépendance, le numéro de sécurité sociale peut être différent du matricule INS, y compris si le bénéficiaire des soins est lui-même l'ouvrant droit et donc est lui-même l'assuré. Ça s'explique par des renumérotations historiques et sachez qu'il ne faut pas
Ça n'empêche pas finalement de qualifier l'INS, on y reviendra. Donc, qui peut avoir un INS en France? Quels usagers? Donc, tous les usagers qui sont nés en France auront une identité nationale de santé. Les usagers qui sont immatriculés par l'assurance maladie, donc qui travaillent en France et qui cotisent à l'assurance maladie, auront également une INS. Par contre, les touristes étrangers de passage, les étrangers en situation irrégulière n'auront pas d'INS. De même que les nouveau-nés à leur naissance, par exemple, puisqu'ils n'ont pas encore eu le temps d'être enregistrés, ils ne sont pas déclarés à l'état civil, donc ils ne sont pas enregistrés dans les bases de l'INSEE, dans les bases d'état civil de l'INSEE. Les conditions d'utilisation de l'INS sont également très clairement encadrées. Donc, tout ça, c'est bien décrit dans le référentiel INS. Et l'INS ne peut être utilisé que par un certain type d'acteurs, les acteurs de la santé et du médico-social, mais pas dans toutes les situations. Par exemple, dans les cas légaux d'anonymat, ou si vous avez un doute sur l'identité de l'usager, alors ça doit être moins fréquent dans le secteur médico-social que dans le secteur sanitaire, mais ça peut arriver. Donc, dans ces deux cas, il ne faut pas utiliser l'INS, c'est interdit. D'abord, dans le cadre réglementaire de l'anonymat, si on est anonyme, on n'a pas d'INS et on a droit à l'anonymat. Et dans le cadre où on a un doute sur l'identité alléguée par l'usager, il ne faut surtout pas appeler le téléservice parce qu'on risque de référencer les données de santé par l'INS appartenant à un autre usager. Troisième condition d'utilisation de l'INS, elle doit être qualifiée pour pouvoir être utilisée. Qualifiée, ça veut dire deux choses. Ça veut dire elle doit avoir été récupérée par l'utilisation du téléservice. Donc, vous ne pouvez pas saisir une INS dans votre système d'information, ce n'est pas possible. Il faut qu'elle arrive automatiquement et qu'elle vous soit transmise par le téléservice. Mais il faut également que l'identité de l'usager ait été vérifiée en respectant des procédures d'identito-vigilance. Et c'est seulement si ces deux conditions sont remplies que vous avez le droit d'utiliser le matricule INS et le fameux identifiant technique, l'OID, pour référencer, échanger et partager les données. Si vous n'avez pas vérifié l'identité de l'usager, vous n'avez pas le droit d'utiliser le matricule et l'OID. Ces procédures d'identito-vigilance, elles sont clairement définies maintenant, elles sont bien définies dans le référentiel national d'identito-vigilance. Les deux volets qui vous concernent sont les volets 1. Pourquoi le 1 ? Parce qu'il concerne tout le monde, c'est le volet socle qui donne les principes d'identification communs à tous les acteurs de santé au sens large et du médico-social. Et le volet 3, qui est sa déclinaison finalement, la déclinaison de l'identito-vigilance pour la mise en œuvre dans ce qu'on a appelé les structures non hospitalières, c'est-à-dire les structures médico-sociales, mais pas que, les laboratoires de biologie médicale de ville, les cabinets d'imagerie par exemple. Alors, l'identito-vigilance finalement, qu'est-ce que c'est ? J'aurais peut-être dû démarrer par ça, mais je voulais faire un focus au début sur l'identité nationale de santé. Ce sont l'organisation et tous les moyens qu'on va mettre en œuvre à titre individuel, mais à titre collectif au sein d'une organisation pour fiabiliser l'identification de l'usager à toutes les étapes de sa prise en charge. On la sépare classiquement en identification primaire et cette identification primaire, ça concerne toutes les opérations qu'on va réaliser pour attribuer à un usager un dossier unique informatique. Donc, recherche d'identité, création, modification, appel du téléservice, qualification de l'INS, etc. L'identito-vigilance, il y a un deuxième pan qu'on appelle l'identification secondaire. Et là, par contre, on n'en parlera pas aujourd'hui, où on va à peine l'effleurer sur une diapo. Ça concerne tous les moyens qu'on met en œuvre pour s'assurer lors de la prise en charge ou lors de l'accompagnement d'un usager qu'on va bien s'adresser au bon usager. Voilà. Alors, ce référentiel national d'identito-vigilance, il a un périmètre assez large. Aujourd'hui, évidemment, on va plutôt s'intéresser à l'identification primaire à l'INS, mais je voulais quand même vous présenter l'ensemble du périmètre. Le RNIV parle de la gouvernance
à mettre en place, donc en insistant sur l'implication nécessaire de la direction de la structure, sur le fait qu'il faut avoir un comité alors stratégique d'identito-vigilance, ça s'appelle une instance de pilotage, hein, dans le RNIV, et une cellule opérationnelle d'identito-vigilance. Et dans le RNIV 3, donc celui qui vous concerne, il est précisé que les deux instances, opérationnelles et de pilotage, peuvent être confondues à votre volonté finalement. Pourquoi? Parce que vous avez moins de passages, moins de problèmes qu'un établissement sanitaire et que ça ne nécessite pas une comitologie aussi détaillée. Ce que vous devez nommer dans chaque structure, c'est un référent en identito-vigilance. Ça, c'est obligatoire, même pour les petites structures. Et évidemment, ce référent et toute la comitologie doit travailler en articulation avec le responsable de la qualité, de la cellule qualité, du service qualité, le responsable, le référent qualité, hein, tout dépend de la taille de votre structure là-dessus. Voilà. En termes de formalisation, le RNIV décrit les documents qu'il faut mettre en place. Donc, il y a une charte et une politique d'identito-vigilance. Il y a un certain nombre de procédures, alors qui ne sont pas très nombreuses, il y en a 4 ou 5 à mettre en œuvre, mais il faut les avoir, hein, qui vont bien décrire comment vous réalisez les opérations d'accueil de l'usager, comment vous faites quand il y a une anomalie, etc. Vous devez également avoir une description de vos systèmes d'information. Alors, en règle générale, dans le médico-social, on n'a pas beaucoup d'outils différents, donc ça peut être quelque chose de très simple, hein. Si vous avez un seul outil, eh ben, vous avez le DUI. Des fois, vous avez peut-être 2 outils, un référentiel identité et le DUI. Voilà. Et ce que le RNIV demande également, c'est de bien maîtriser les droits de gestion des identités, c'est-à-dire de bien identifier les personnes qui auront le droit de créer une identité, qui auront le droit de la modifier, qui auront le droit de la fusionner, etc. Le RNIV vous demande également d'évaluer finalement l'organisation et le fonctionnement de l'identito-vigilance dans votre structure en réalisant des audits de pratique, par exemple, est-ce que je respecte bien les bonnes pratiques lors de la vérification de l'identité et de la création d'une identité quand un nouvel usager rentre dans ma structure? On vous demande de suivre également un certain nombre d'indicateurs et des indicateurs en particulier d'identification primaire et qui sont relatifs à l'INS, on y reviendra dans la suite de la présentation, de mettre en œuvre un plan d'action et de le suivre. Voilà. Donc évidemment, tout ça, ça paraît infranchissable parce que vous partez peut-être de pas grand-chose et vous vous dites mais comment je vais faire? Il y a tout ça à rédiger, j'ai pas le temps, je ne suis pas obligatoirement compétent en identito-vigilance, mais pas de panique, vous allez être accompagné. Je vous ai mis à droite de la diapositive, il y a l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, qui est en train de finaliser un kit, une boîte à outils d'identito-vigilance à destination des acteurs du médico-social. Vous pouvez aussi vous appuyer sur les documents qu'a proposé le GRIV. Sophie vous mettra, qui sont présents dans l'Agora Social Club, mais qui sont aussi présents sur le site internet du GRIV. Sophie peut vous mettre les liens dans le chat. Alors, je ne vous cache pas que les modèles du GRIV, pour l'instant, ils sont très orientés sanitaires, mais petit à petit, on les fait évoluer pour soit produire des versions spécifiques médico-sociales, soit pour adapter finalement le document afin qu'il convienne à la fois aux établissements de santé et aux structures médico-sociales. Ce qu'on a fait évoluer l'année dernière et que vous pouvez déjà utiliser, c'est les grilles et les guides d'audit de pratique. Voilà. Donc, gouvernance, formalisation, pilotage. Le RNIV traite également de bonnes pratiques d'identification primaire, et c'est ça qu'on va détailler dans la suite du webinaire, mais traite également de l'identification secondaire, en disant pour identifier un usager, il faut absolument utiliser des questions ouvertes. Si on a un usager comment dire, si on est une EHPAD, par exemple, et qu'on a des résidents
il faut avoir mis en place des dispositifs physiques d'identification qui ne sont pas obligatoirement des bracelets, hein, très clairement. Et à chaque fois que je vais accompagner un usager ou le prendre en charge, il faut que je sois sûre de bien m'adresser au bon usager. Donc, je dois réaliser un contrôle de cohérence entre l'identité déclinée par l'usager et l'identité présente sur les documents de prise en charge. Le RNIV attire également l'attention sur l'importance de gérer les risques, qu'ils soient a priori dans le cadre d'une cartographie des risques, mais ça, dans votre cadre, c'est moins urgent à réaliser, hein. Il y a des choses plus urgentes, notamment la mise en place de la gouvernance et la rédaction des procédures. La gestion des risques a posteriori, déclarer et analyser les événements indésirables. L'importance de former le personnel pour prévenir justement la survenue d'un événement indésirable et la formation et la participation de l'usager. Sur l'identification primaire, le RNIV a fait tout un focus sur les risques liés à l'identification primaire. Je vais pas m'attarder dessus, mais l'idée, c'est vraiment de maîtriser ces systèmes d'information, d'avoir des actions de maintien de qualité des bases identités en dépistant les anomalies et en traitant les anomalies, et d'avoir réfléchi à comment gérer une erreur d'INS, par exemple, donc de comment gérer ces nouveaux risques qui sont liés à l'apparition de cette nouvelle identité. On va maintenant s'attarder plutôt sur l'identification primaire, hein, puisque c'est quand même l'objet du webinaire. Et j'ai choisi de vous présenter ça de façon très opérationnelle. Tous les éléments sont présents dans le RNIV, évidemment, mais j'ai préféré vous faire quelque chose de plus pragmatique. Tout d'abord, il faut recueillir l'identité de l'usager. Donc, on utilise toujours des questions ouvertes pour recueillir l'identité et on utilise des questions précises, hein, si on veut une réponse précise. Si, dans tous les cas, il y a au moins 3 traits à vérifier par question ouverte, au moins une fois, lors de la première venue de l'usager et de l'enregistrement du dossier. Donc, quelle est votre date de naissance? Et vous allez voir pourquoi je mets la date de naissance en premier dans cette énumération de traits à vérifier. Quel est votre nom de naissance? Et quand je parlais de questions précises, je pensais justement à ça. Quel est votre nom de naissance? Parce que si vous demandez à une dame quel est votre nom, vous avez 90% de chances qu'elle vous réponde par son nom utilisé, son nom marital, son nom d'usage. Tandis que si vous lui dites quel est votre nom de naissance, elle va bien comprendre, il n'y a pas d'ambiguïté et elle vous donnera son nom de naissance. Et enfin, troisième question à poser systématiquement, quel est votre premier prénom? Ces questions, elles doivent être présentées, elles doivent être posées, excusez-moi, y compris si une pièce d'identité est présentée. Pourquoi? Parce que, alors c'est peut-être moins fréquent dans le médico-social, mais dans le sanitaire, par exemple, il peut arriver qu'un usager, donne la pièce d'identité de quelqu'un d'autre. Pas volontairement, il s'est trompé, c'est une maman, elle a des enfants, elle a la pièce d'identité des enfants dans son portefeuille, elle ne fait pas attention, elle pense prendre la sienne, elle prend celle d'une enfant. Et du coup, si on ne pose pas les questions, on se base sur ce qui est donné sur la pièce d'identité et on saisit une identité complètement erronée. S'il n'y a pas de pièce d'identité, évidemment, il va falloir compléter ces questions. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il faut saisir ces éléments pour créer l'identité. Donc, il faut bien compléter, comme vous ne pouvez pas les recueillir sur un support écrit, il faut poser les questions. Quel est votre lieu de naissance? Est-ce que vous avez d'autres prénoms? Quel est le nom que vous utilisez dans la vie courante? Quel est le prénom que vous utilisez dans la vie courante? Voilà. Alors, je n'ai pas parlé du sexe, mais le sexe, en règle générale, on arrive à le voir visuellement et je pense que ce n'est pas dans les usages de poser la question « quel est votre sexe » à quelqu'un. Si, évidemment, vous avez c'est au téléphone, c'est une préinscription, que c'est un accompagnant qui fait qui vous donne les renseignements,
un proche, une personne de confiance, etc., et que la personne a un prénom qui peut être mixte, type Dominique, type Claude, par exemple, n'hésitez pas à poser la question. Alors, je réponds à la question de Marie Goncalves. Si le patient ne peut donner ses données, en règle générale, si le patient il ne connaît pas ses données, quand il arrive chez vous, il est accompagné. Il est accompagné d'un proche, d'une personne de confiance. Et à ce moment-là, c'est l'accompagnant qui va répondre aux questions. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Marie? OK. Voilà. Donc là, on a recueilli l'identité qui est déclinée par le patient. Maintenant, on va la vérifier sur une pièce d'identité parce que cette étape est indispensable à la qualification de l'INS. Quelles sont les pièces d'identité que vous pouvez utiliser pour vérifier une identité? Le passeport, la carte nationale d'identité, française ou d'un pays européen, que ce soit l'Union européenne ou l'Europe géographique, le titre de séjour pour les usagers étrangers qui travaillent en France, et pour les mineurs, si vous en avez, et qui n'ont pas obligatoirement une pièce d'identité, on peut utiliser le livret de famille, un extrait d'acte de naissance, accompagné d'une pièce d'identité d'un des parents, par exemple, du responsable légal. Alors, on a souvent eu des questions sur le patient est résident en EHPAD, il n'a pas de pièce d'identité, il n'a rien, il a juste le livret de famille. Est-ce qu'on peut, rien qu'avec le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance, qualifier une identité? Eh bien non, on ne peut pas. On ne peut pas. J'ai reposé la question récemment au ministère de la Santé et comme les cas sont quand même à la marge, le ministère de la Santé a arbitré qu'il fallait vraiment une pièce d'identité telles qu'elles sont écrites dans le RNIV pour qualifier une identité. Donc forcément, il y aura probablement à la marge quelques usagers dont vous ne pourrez pas qualifier l'identité parce qu'il n'y aura pas de pièce d'identité. Voilà. Donc, on a accueilli notre usager, il a décliné l'identité, on a vérifié sur la pièce, tout est bon. Maintenant, on va le rechercher dans notre système d'information avant de le créer. Ça, c'est une étape obligatoire pour éviter de créer des doublons. On commence toujours par taper la date de naissance en premier critère. Je vous ai mis un petit exemple ici. Alors c'est mon nom et le nom de mon père, hein, pour tout vous dire, j'ai à peine changé les dates de naissance. Vous voyez que dans le premier exemple, j'ai fait la recherche par date de naissance. Par nom de naissance, début du nom et début du prénom, excusez-moi. Donc j'ai tapé OLI par exemple et MAN. Et là, il me sort Oliver Manuel et Oliver Manuela. Et vous voyez que je suis obligée de me concentrer pour voir que les dates de naissance sont différentes. Hein. Le 3, eh ben, ça ressemble un peu à un 8. 20, 22, ce n'est pas très différent. Et donc, j'ai un risque de faire une erreur si je n'ai pas saisi la date de naissance en premier critère. Si par contre, j'ai cherché mon usager en utilisant uniquement la date de naissance. Deuxième exemple présenté dans le tableau du bas. 20-08-68, eh ben, il y a Oliver Manuela et Dupont-Marc. Et vous voyez que votre œil, de suite, il sait que c'est la deuxième proposition qu'il faut saisir. C'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de risques d'erreur. Voilà. Si vous avez une base d'identité très importante, vous pouvez compléter la date de naissance par le début du nom, une à 3 lettres, et le début du prénom. Pourquoi on a mis ces règles? C'est pour rechercher une identité, la trouver, même si elle a été saisie avec une erreur. Et l'idée, c'est vraiment d'être sûr d'avoir bien cherché dans le système d'information avant de créer une nouvelle identité. Alors, je vais répondre à 2 questions qui sont arrivées dans le chat. Non, la pièce d'identité ne doit pas obligatoirement être valide pour qualifier une INS et valider une identité. Une pièce d'identité, il faut savoir qu'en France, une pièce d'identité n'a pas de durée de validité. Elle est toujours bonne. La durée de validité, c'est quand on veut sortir du territoire. Et on a donc fait le choix, en pensant notamment aux sujets âgés, parce que quand ils sortent plus du territoire, ils bougent plus trop, ils n'ont pas trop envie d'aller faire leurs pièces. Et puis parfois, c'est compliqué hein, parce qu'ils ne sont pas très mobiles, ils ne peuvent pas se déplacer. Le choix a été fait d'accepter des pièces d'identité périmées. Et pour répondre à Stéphane Plantevin,
Vous l'inscrirez, donc s'il n'y a pas de pièce d'identité, l'usager sera inscrit en identité provisoire ou on va voir après, vous pourrez aussi l'inscrire en identité récupérée parce que ça ne vous empêche pas d'interroger le téléservice et de récupérer l'INS. Par contre, vous ne pourrez pas utiliser le matricule et l'OID pour référencer les données de santé, mais vous pourrez utiliser les traits. Et on verra, on va voir ça au moment quand on va parler des statuts de l'identité. Donc, je reviens à ma présentation. J'ai recherché l'identité, je ne l'ai pas trouvée. Bah, donc, il faut la créer. Et pour la créer, il faut respecter des règles. Il y a un certain nombre de traits qui doivent être saisis obligatoirement pour créer une identité. Je vous les ai indiqués sur le support. Donc, c'est le nom de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance en code géographique officiel, code INSEE. Le RNIV a prévu quand même les cas où vous ne connaîtriez pas le lieu de naissance et dans ces cas-là, il faut quand même pouvoir créer une identité. C'est par exemple le cas d'une préadmission que vous faites au téléphone ou d'une mise sur liste d'attente, etc. À ce moment-là, il y a un code à saisir qui correspond à lieu de naissance inconnu. C'est le code 99 999, donc 5 x 9. Voilà. Donc, ces traits, minimum, il faut les saisir dans tous les cas. Ensuite, ce que vous dit le RNIV, c'est que dès que possible, et pour les usagers éligibles, donc les nés en France, ou les étrangers travaillant en France et cotisant à l'assurance maladie, il faut appeler le téléservice INSI. Et après réception de la réponse du téléservice, après étude de la cohérence de l'identité de la pièce d'identité et de l'identité proposée par le téléservice, à ce moment-là, si vous décidez d'accepter l'identité INS, l'identité nationale de santé, les traits de l'INS vont remplacer les traits que vous aurez saisis localement avant. Cette identité, elle peut être complétée par des traits complémentaires. Alors, je pense en particulier aux noms et aux prénoms utilisés qui sont très importants, je pense, dans le secteur médico-social et particulièrement en EHPAD où les gens préfèrent être appelés par le nom et le prénom qu'ils ont choisi de porter finalement, soit parce qu'il est marital, soit ils préféraient leur deuxième prénom, ils ont toujours été appelés par leur deuxième prénom, dans des champs spécifiques du système d'information. Et vous allez voir, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, dans la version INS de votre DUI, vous allez voir apparaître au moins un champ prénom supplémentaire, le champ prénom utilisé, et qui vous servira à saisir le prénom par lequel l'usager souhaite être appelé, souhaite être connu. Des règles de saisie pour saisir les noms, prénoms et les traits complémentaires sont à respecter. Il s'agit de tout mettre en majuscule, sans utiliser de caractères spéciaux ou diacritiques. Donc, les caractères diacritiques, ce sont par exemple les accents ou les cédilles. On conserve par contre les tirets et les apostrophes et on n'utilise jamais d'abréviation. Donc, si par malheur, on avait un usager avec un nom très long et qu'on ne puisse pas le saisir en entier, on n'utilise pas d'abréviation. On saisit tout ce qu'on peut saisir jusqu'au bout. Et si tout le monde fait comme ça, on retrouvera toujours l'identité. Voilà. Je voulais faire un petit focus sur les différences entre le nom de naissance et le nom utilisé. Le nom de naissance, c'est le nom qui est inscrit sur l'acte de naissance. Il est invariable dans la majorité des cas, à l'exception des reconnaissances de paternité et des adoptions aujourd'hui. Donc, il est très stable, on peut vraiment s'y fier, il ne change pas. Le nom utilisé, c'est le nom que choisit de porter l'usager. Ça peut être un nom marital, par exemple, ça peut être un pseudonyme aussi. Et celui-là, par contre, il est variable. Si c'est un nom marital, les gens se marient, divorcent, se remarient, ça peut changer. Et le pseudonyme, c'est pareil. La personne peut dire tiens, je me suis appelé Johnny Hallyday pendant 50 ans, maintenant je vais m'appeler Michel Sardou, par exemple. Pour les prénoms de naissance, c'est pareil. Les prénoms de naissance, ce sont les prénoms inscrits sur l'acte de naissance. Et le premier prénom de naissance, c'est le premier prénom avant la virgule sur un acte de naissance ou une pièce d'identité. Avant la virgule. Le prénom utilisé, c'est différent. C'est celui qu'utilise l'usager au quotidien. Ça peut être le premier, ça peut être un autre des prénoms de la liste des prénoms,
le deuxième par exemple, hein, parce que la personne n'aime pas son premier prénom. Et ça peut être un prénom qui n'est même pas présent sur la pièce d'identité. Par exemple, une altération. Moi, j'avais une tante qui s'appelait Hélène et elle préférait se faire appeler Elena. Mais c'était écrit nulle part, Elena. Et du coup, pourtant, c'était son prénom utilisé. Voilà. Et oui, un point d'attention, c'est que le prénom utilisé, si par exemple c'est le deuxième prénom qui est présent sur une pièce d'identité, c'est tout à fait légal, hein. Il y a un article du Code civil, qui est l'article 57, qui dit n'importe lequel des prénoms de l'extrait d'acte de naissance peut être utilisé comme prénom d'usage, prénom usuel. On va arriver maintenant au statut de confiance de l'identité numérique. Donc, on a vérifié l'identité, on a créé l'identité en respectant bien les règles de saisie. Et maintenant, il faut qu'on qualifie cette identité. Donc, on lui attribue un niveau de confiance. Donc, ce qu'on appelle un statut. L'utilisation des statuts est obligatoire. C'est obligatoire dans le RNIV. Donc, il y a probablement pas du tout familier, hein, parce que dans les logiciels du monde médico-social, ça n'existait pas, ça, mais ça va arriver. Il existe 4 statuts de l'identité. Le statut identité provisoire, c'est le statut de plus bas niveau de confiance. Ça correspond à une identité qu'on a saisie localement et dont on n'a pas pu contrôler la cohérence par rapport à une pièce d'identité. Vous voyez, pas d'INS, donc identité saisie localement, et pas de contrôle de cohérence. Si j'ai pu contrôler la cohérence de cette identité par rapport à une pièce d'identité de haut niveau de confiance, à ce moment-là, je peux passer mon identité au statut identité validée. C'est d'un meilleur niveau de confiance parce que j'ai contrôlé ce que j'ai saisi par rapport à une pièce d'identité. Mais ça n'est toujours pas l'identité nationale de santé, hein. C'est-à-dire que je n'ai pas le matricule et je n'ai pas l'OID, même si j'ai renseigné tous les autres traits. Si j'ai appelé le téléservice INSI et j'ai récupéré sa réponse, mais je n'ai pas contrôlé la cohérence de cet INS avec l'identité présente sur une pièce d'identité de haut niveau de confiance, à ce moment-là, le statut est identité récupérée. Et Stéphane, ça en revient à votre question de tout à l'heure. Vous pourrez avoir, vous voyez, soit un statut identité provisoire pour un patient qui ne peut pas présenter de pièce d'identité, soit si vous avez fait appel au téléservice et que vous avez quand même récupéré les traits de l'INS, vous aurez un statut identité récupéré. Ça, c'est un choix de structure à faire. Il n'y a rien d'imposé dans le RNIV, vous devez décider, donc il faudra l'écrire dans la charte et dans les procédures. Est-ce que si je n'ai pas de pièce d'identité, je fais quand même appel au téléservice pour récupérer les traits de l'identité nationale de santé ou pas? Enfin, le dernier statut qui est le plus intéressant et qui est celui qu'il faut atteindre, parce que c'est le seul qui permet d'utiliser le matricule INS et son OID, c'est le statut identité qualifiée, qui correspond à une identité qui a été récupérée par utilisation du téléservice, donc qui vient des bases nationales d'état civil, et dont la cohérence a été contrôlée par rapport à une pièce d'identité de haut niveau de confiance. Voilà pour les statuts. Donc ça, c'est obligatoire. Le RNIV précise qu'on peut également utiliser autre chose pour apporter des renseignements complémentaires sur l'identité. Ce sont les attributs de l'identité. L'utilisation est facultative, mais elle est recommandée en particulier pour les établissements de santé. Peut-être que vous avez moins d'intérêt à le faire, enfin de bénéfices en tout cas, à le faire dans le secteur médico-social. C'est vraiment à vous d'en juger. Donc, il y a 3 statuts, 3 attributs de l'identité qui ont été mis à l'honneur par le RNIV. L'attribut identité douteuse, celui-là est à utiliser si on a un doute sur l'identité alléguée par l'usager. Dans le sanitaire, c'est en établissement de santé, ça peut être fréquent, hein, aux urgences. C'est quelqu'un qui n'a pas de couverture sociale, qui a besoin de se faire soigner, qui emprunte la carte vitale d'un cousin, d'un ami, d'un frère, etc. Je ne sais pas, dans le monde médico-social, je pense que c'est plus rare. Maintenant, on ne peut pas éliminer le risque. Alors, probablement pas en EHPAD, probablement pas en EHPAD.
Voilà. L'attribut identité fictive, alors ça, c'est un attribut qui doit être utilisé si on saisit volontairement une fausse identité. À l'hôpital, ça peut être qu'on est en train d'accueillir un usager qui ne peut pas décliner son identité parce qu'il est inconscient, par exemple. Il a été trouvé sur la voie publique sans papier, inconscient. On utilise aussi des identités fictives dans les cas légaux d'anonymat. Donc, si par exemple vous avez vous faites partie d'un établissement médico-social qui prend en charge la toxicomanie, vous pouvez être amené à utiliser des identités fictives. Il y a certains dispositifs d'appui à la coordination qui utilisent dans certains cas également des identités fictives. Pour ces deux, quand on a choisi de renseigner une identité avec soit l'attribut douteux, soit l'attribut fictif, le statut de l'identité peut être que provisoire, parce qu'on ne pourra jamais le contrôler par rapport à une pièce d'identité. Et l'appel au téléservice INSI est interdit. Il est interdit d'essayer de récupérer une INS. Donc là, on n'a pas le choix, c'est provisoire obligatoirement. Un attribut qui peut vous intéresser, par contre, c'est l'attribut identité homonyme. Vous avez deux usagers dont les identités sont proches dans votre base. En EHPAD, ça peut être par exemple le mari et la femme, parce que souvent on travaille par culture avec le nom utilisé plutôt qu'avec le nom de naissance, et donc ils auront le même nom. Ça peut être des sœurs, ça peut être des frères, etc. Là, par contre, c'est intéressant d'utiliser cet attribut. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est vraiment d'attirer l'attention de l'utilisateur pour qu'il soit plus attentif consciemment quand il va travailler sur cette identité en disant « j'ai un homonyme, je revérifie, est-ce que j'ai bien sélectionné le bon, est-ce que la date de naissance est la bonne, etc. etc. » Voilà. Évidemment, l'attribut identité homonyme n'interdit pas du tout l'appel au téléservice et peut être lié à tout type de statut de l'identité, y compris le qualifié. Pour répondre à Stéphane, avons-nous la possibilité de gérer les différents statuts et attributs avec nos logiciels ? Alors, avec la version actuelle de vos logiciels, je ne peux pas vous répondre. Par contre, avec la version INS de vos outils, vous aurez probablement la possibilité. Alors, je dis probablement, pourquoi ? Parce que c'est un point qui est vérifié dans le cadre de la labellisation des outils, vous savez, par l'ANS, ce qu'on appelle les dossiers de spécification de référencement. Maintenant, ces DSR, dossiers de spécification de référencement, ils sont parus très récemment pour le médico-social et je ne sais pas s'il y a déjà des éditeurs qui ont déposé des dossiers. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le sanitaire où les DSR sont parus en août dernier, ce sont des choses qui sont vérifiées pendant les oraux de référencement. Donc, mais vous pouvez tout à fait vous rapprocher de votre éditeur pour lui poser la question. Ce qui est certain, c'est qu'il va être obligé de gérer les statuts, les attributs, je ne sais pas. Mais il faut, oui, effectivement, il faut tout à fait se rapprocher des éditeurs. Et donc, pour illustrer un petit peu cette transition entre statuts, je vous ai fait deux schémas ici. Alors, j'espère que vous voyez assez bien ce qui est écrit dans le logigramme parce que ce n'est pas écrit très gros, mais je n'ai pas réussi à faire bien mieux. Donc, je vais vous décrire un petit peu. Il y a deux façons de faire finalement quand on crée une identité. Soit on va se dire « je valide l'identité » par rapport à la pièce d'identité avant d'appeler le téléservice INSI, soit je vais d'abord appeler le téléservice et je validerai après. Et vous voyez que la transition des statuts est différente. Dans tous les cas, je crée une identité locale. Donc, le premier statut qu'a mon identité au moment de la création, c'est le statut identité provisoire. Si je décide de valider mon identité avant d'appeler le téléservice, je vais passer par un statut identité validée. Et ensuite, j'appelle le téléservice. Je fais bien évidemment le contrôle de cohérence entre le retour du téléservice et l'identité de la pièce d'identité. C'est OK, j'accepte l'INS, je remplace mes traits locaux et j'ai mon identité au statut identité qualifiée. Si j'ai décidé, partie droite de la diapositive, de valider l'identité après avoir réalisé l'appel au téléservice, donc j'ai toujours une identité provisoire au départ. Ensuite, je passe par une identité récupérée, c'est-à-dire j'ai appelé le téléservice, j'ai eu un retour,
j'ai contrôlé la cohérence de l'identité retournée avec l'identité de la pièce d'identité, j'ai accepté cette identité et j'ai remplacé mes traits locaux. J'ai donc une identité au statut identité récupérée. Je procède ensuite à la validation de l'identité. Alors, dans les logiciels, c'est une case à cocher ou un menu déroulant qui dit bah, j'ai saisi une pièce d'identité à haut niveau de confiance, etc. Ça dépend des outils. Et une fois que j'ai validé, l'identité récupérée passe au statut identité qualifiée. Donc, vous voyez, il y a deux façons de faire. Les transitions sont différentes entre statuts, mais l'objectif final est atteint. J'ai une identité qualifiée dans tous les cas. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit, mais je redis parce que c'est important, il y a des cas particuliers où on ne doit pas utiliser une INS, les cas légaux d'anonymat, les identités douteuses, les identités fictives, et encore aujourd'hui, certaines identités que j'ai appelées ici des identités particulières. Il faut savoir qu'il y a des usagers, alors qui sont nés à l'étranger, qui n'ont pas de date de naissance connue, ou en tout cas pas de date de naissance au format date. Il y a un certain nombre de personnes, c'est moins fréquent, qui n'ont pas de nom de naissance, parce que dans le pays où ils sont nés, on n'attribuait pas de nom de naissance. Même chose pour le prénom. Alors, j'ai laissé de sexe, on n'a pas encore identifié de cas où le sexe était non renseigné dans la base d'état civil. Et dans ces cas-là, le téléservice, quand vous l'interrogez, il va vous ramener une identité avec des champs vides. Vous voyez, le nom, il y aura du vide, ou le prénom, il y aura du vide. Et pour la date de naissance, ça ne sera pas du vide, mais ça sera 00/00/année, par exemple. 00, ce n'est pas un format date. Et vos logiciels, ils ne vont pas l'accepter. Et ils ne vont pas accepter non plus un champ nom de naissance vide et un champ prénom vide, puisque dans le RNIV, il y a écrit je ne peux pas créer une identité si ces champs ne sont pas renseignés. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas récupérer l'INS. On attendait pour 2021 une évolution du téléservice. Il y a eu du retard. Je corrigerai la diapositive. Maintenant, cette évolution est annoncée plutôt pour le mois de juin 2022. Et quand le téléservice aura évolué, à la place d'une date de naissance vide, c'est-à-dire 00/00/année, il vous renverra 3112, qui sont des règles d'état civil, tout simplement. Il s'agit juste de mettre en conformité le téléservice avec des règles d'état civil. Si le champ nom est vide, il vous renverra un champ renseigné avec son nom, sans SANS nom, NOM. Et même chose pour le prénom, avec son prénom, et ce qui vous permettra quand même, du coup, de récupérer l'INS pour ces usagers. Parce que c'est quand même important d'essayer de récupérer l'INS, je ne vais pas dire à tout prix, mais si on peut, si on est sûr que c'est le bon usager et qu'on ne va pas prendre de risques pour la prise en charge ultérieure, c'est important de récupérer l'INS. Pourquoi ? Parce que c'est cette INS qui va permettre d'alimenter le DMP et mon espace santé. C'est extrêmement important. Alors, je vais répondre à Lucette Cambalusier qui nous demande « Les INS créés avec la carte vitale lors de la création du DMP sont-ils valables ?» Non, parce que ça n'était pas des INS qui étaient créés, c'était des INS-C. Et ça voulait dire « Identifiant national de santé calculé ». Donc non, ça n'est pas l'identité nationale de santé. C'est quelque chose qui va complètement disparaître. Dès que tout le monde va un peu avoir déployé l'INS pour alimenter le DMP et mon espace santé. Alors, Stéphane nous demande quels sont nos moyens de sécuriser le parcours des personnes sans INS. Les mêmes que maintenant, finalement, pas plus, malheureusement. Si vous travaillez avec des prestataires, vous pourrez vous baser sur votre identifiant permanent patient, par exemple, dans votre dossier. Maintenant, des personnes sans INS, normalement, vous ne devriez pas en avoir beaucoup. Vous allez voir, j'ai quelques diapositives à vous présenter sur les discordances et les moments où on ne peut pas récupérer l'INS pour les patients. Grosso modo, c'est entre 2 et 3% d'usagers. Donc, effectivement, c'est déjà trop. Je suis bien d'accord, c'est déjà trop, mais la majorité des usagers auront une INS. Et pour l'instant, il faudra faire
comme vous le faisiez avant l'arrivée de l'INS pour cette petite frange de la population. Et l'INS, si on le récupère, c'est pour l'utiliser pour référencer les documents de santé. Donc, je vous rappelle ici quels sont les traits qui doivent obligatoirement figurer sur vos documents si l'INS est qualifié. Donc, le matricule et son OID, le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance, le sexe. Et vous êtes tout à fait libre de compléter ça par les autres prénoms de l'identité nationale de santé, hein, la liste des prénoms, le code du lieu de naissance, le nom utilisé, le prénom utilisé. On ne vous impose que les traits minimums. À vous de voir si vous avez d'autres traits qui vous intéressent. Je pense que le nom utilisé, le prénom utilisé, c'est intéressant pour vous, hein. Même en établissement de santé, on les utilise, hein, très clairement. Et tous les traits de l'INS, donc ces traits du grand 1 rouge et du grand 2 vert, ils sont présents dans le data matrix INS que je vous ai fait figurer ici. Et pourquoi ce data matrix? Ça permettra, par exemple, si on a, je ne sais pas, un kiné qui vient, on a une ordonnance de kiné pour un usager, on fait l'ordonnance, il y a le data matrix, le kiné il vient, il scanne le data matrix, il récupère directement les informations et il n'aura plus qu'à vérifier cette INS en utilisant l'opération de vérification du téléservice. Voilà. Alors, si vous avez quelques questions, je vous propose d'y répondre rapidement. Enfin, j'ai répondu au fil de l'eau, hein, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, mais n'hésitez pas. Et après, je vais vous présenter le téléservice de l'assurance maladie. Je vois une question en train d'arriver. Oui, oui, alors je vais vous donner non seulement un récap, mais vous aurez le support, hein, et vous aurez accès à tous les documents qui sont sur le site du GRIV et dans l'espace collaboratif Agora Social Club. Tous ces éléments-là, vous les aurez. J'attends que la question de Stéphane et après on poursuivra. Écoutez, alors, nous sommes en train de finaliser la charte dans le cadre du projet ESMS numérique Vaucluse. Est-ce que je pourrais vous la soumettre pour avis? Bien sûr, vous pouvez. Sans souci. Je vous conseille de regarder ce qu'on a produit dans le cadre du GRIV, là, le modèle bon, qui est sanitaire, mais qui peut être simplifié. Et il me semble, Stéphane, que je vous avais fait passer les documents de la NAP, non? Les documents de travail ou pas, je ne me rappelle plus. Si jamais je ne vous les avais pas fait passer, n'hésitez pas à me ressolliciter, je vous les transférerai. Alors, à partir de quand, pour répondre à Marie, vous devez tout mettre en place? Si on veut respecter la loi au pied de la lettre, ça devrait déjà être en place depuis le 1er janvier 2021. Donc, l'idée, par contre, c'est que vous êtes quand même dépendant de vos éditeurs et vous avez besoin que votre outil ait évolué. Donc, mais par contre, vous pouvez déjà réfléchir à l'organisation, nommer votre référent en identito, mettre en place votre gouvernance et votre comitologie et commencer à réfléchir sur il y a certaines procédures que vous pouvez déjà rédiger, en particulier la procédure de signalement des anomalies, etc. Voilà. Je vous propose de continuer et je répondrai aux questions au fil de l'eau. Donc, ce fameux téléservice INSI dont je vous parle depuis maintenant presque une heure, hein, il permet 2 opérations. Il permet de récupérer l'INS et il permet de vérifier l'INS. Pour vérifier, et on verra, on va le voir dans le détail juste après, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui fait appel au téléservice doit être authentifiée, donc soit à l'aide d'une carte CPX nominative, pas une carte d'établissement, hein, une carte CP. Alors,
Pour les professionnels de l'accueil, ce sont des cartes CPE, par exemple, hein, carte de personnel d'établissement. Si c'est un soignant, c'est des CPS, carte de professionnel de santé. Et donc, ça veut dire qu'il faut une carte par personnel, mais il faut aussi un lecteur pour lire la carte. Et si on veut récupérer l'INS par lecture de la carte vitale, eh ben, il faut soit 2 lecteurs monofentes, soit un lecteur bifente. On peut aussi choisir d'appeler, de s'authentifier en utilisant un certificat serveur, c'est un certificat de personne morale. Bon, il faut savoir qu'il y a d'autres contraintes, hein. Il faut faire une homologation de l'établissement, mettre en place une comitologie particulière, etc. Si vous n'avez pas beaucoup d'accueil, si vous n'avez pas beaucoup de personnels différents qui font des accueils, moi je vous conseille, c'est beaucoup plus simple de vous authentifier par carte CPX. Vous aurez dans le support une diapo masquée, mais elle sera démasquée quand je vous fournirai. C'est une diapo qui vous explique comment commander les cartes CPX et comment contractualiser avec l'ANS. Attendez, je le note. Si vous ne l'avez pas déjà fait. EHPAD, ça dépend qui va appeler. Si c'est un personnel, un adjoint administratif, un agent d'accueil, une secrétaire, ça sera une carte CPE. Si c'est par exemple une infirmière ou une aide-soignante, ça sera une carte CPS de professionnel de santé. Et CPX, en fait, ça rassemble toutes les cartes. Les CPE, c'est un peu le nom de la catégorie de cartes, quoi. Ça rassemble les CPE, les CPS de professionnels de santé et également les CPF. Les CPF, ce sont les cartes pour les professionnels en formation, donc les internes en médecine, par exemple. Alors, cette opération ce téléservice, l'opération de récupération, ça fonctionne comment ? Soit on peut utiliser la carte vitale, en lecture automatique de carte vitale, soit on peut saisir les traits d'identité. Si on utilise la saisie des traits, à minima, il faudra renseigner le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance et le sexe de l'usager. Le téléservice, il peut vous faire 3 types de réponses. Soit il va vous dire, c'est tout bon, j'ai une seule identité trouvée, la voici. Pas de souci, on vérifie évidemment que c'est la bonne, qu'elle est cohérente avec la pièce d'identité, mais a priori, c'est l'identité de l'usager. Soit il peut vous dire, j'ai plusieurs identités trouvées. Et ça peut arriver si vous avez fait l'interrogation par saisie des traits, en saisissant uniquement ces 4 traits minimum. Et pourquoi ? Parce que il peut y avoir plusieurs usagers dans la base qui ont le même nom, le même prénom, la même date de naissance et le même sexe. Mais le téléservice, il ne vous proposera pas une liste d'identités en vous disant fais ton choix dans la liste. Non, ça a été interdit par la CNIL. Il va vous dire précisez la demande. Et dans ce cas-là, il faut compléter les critères de recherche avec, par exemple, les autres prénoms ou avec le code du lieu de naissance. Il ne faut pas saisir en première intention le code du lieu de naissance parce que, vous allez voir, je vous ai rajouté une petite partie discordance. Il y a malheureusement des erreurs dans la base d'état civil sur les codes des lieux de naissance, des erreurs ou des modalités de gestion différentes qui font que le code du lieu de naissance présent dans la base d'identité peut être parfois différent du code du lieu de naissance actuel. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le saisir en première intention. Voilà. Et voilà, donc là, plusieurs identités trouvées, vous avez précisé, il vous dit j'en ai qu'une, tout va bien. Et s'il vous dit j'en ai pas, à ce moment-là, vous êtes un peu coincé, à moins d'essayer de faire la lecture par carte vitale. Le RNIV recommande l'interrogation par lecture de la carte vitale parce que c'est plus efficace. On n'aura pas ce problème, par exemple, de plusieurs identités trouvées. Voilà. Et soit le téléservice, il peut vous donner un 3e type de réponse, il peut vous dire « j'ai aucune identité trouvée ». J'ai aucune identité trouvée. Dans ce cas-là, il faut vérifier les traits qu'on a saisis. Si on avait saisi un code de lieu de naissance, il faut essayer de le supprimer pour voir si on aura une identité trouvée sans le code du lieu de naissance. Et puis, si on n'y arrive pas et qu'on n'a pas la carte vitale, on ne peut pas récupérer l'INS.
Alors, non, alors la carte vitale, en fait, pour répondre à Valérie Pascal qui nous dit le code du lieu de naissance ne se saisit pas automatiquement à l'aide de la carte vitale. La carte vitale, elle n'utilise pas tout à fait le même mécanisme d'interrogation que la saisie des traits. C'est deux fonctionnements un petit peu différents. Par exemple, la carte vitale, elle n'utilise pas la date de naissance, elle n'utilise pas le lieu de naissance non plus, mais elle utilise le NIR bénéficiaire en plus. Et c'est pour ça que souvent, l'interrogation par lecture de carte vitale est plus efficace et c'est celle qui est recommandée. Donc, et l'INS, quand… Alors, du coup, comment trouver le code du lieu de naissance? C'est votre logiciel qui va vous le donner, le code du lieu de naissance. Vous, quand vous allez créer votre identité locale, vous allez dire le patient, il est né, ou le résident, il est né à Montpellier. Et donc, vous allez taper dans lieu de naissance, dans le libellé, vous allez taper Montpellier. Et votre logiciel, il a une table de correspondance code libellé, et il va vous dire, ah oui, Montpellier, c'est 34172. Vous n'avez pas à connaître une liste de codes par cœur. Vous avez juste à renseigner le libellé. Et pour l'étranger, c'est un code pays. Pour l'étranger, c'est un code pays. Donc, vous allez taper dans votre logiciel, pareil, le pays de naissance. Et votre logiciel, il va dire, ah oui, Algérie, 99 352. Ou Italie, 99 127. Il y a des tables. Hein, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à apprendre par cœur des listes et vous n'aurez pas à vous référer à un listing, un fichier Excel pour trouver. Hein. C'est le logiciel qui se débrouille. Voilà. Et donc, en cas de succès de l'opération, vous aurez bien l'INS qui sera retourné par le logiciel, donc l'ensemble des traits INS. L'opération de vérification du téléservice, c'est la seconde opération que permet le téléservice. Je vais passer rapidement parce que pour l'instant, on en est à récupérer l'INS, hein, on n'en est pas encore à le vérifier. L'idée, ça sera de vérifier, vous recevez par exemple une donnée, soit une identité, soit une donnée médicale transmise par un autre professionnel. Par exemple, le résident a été admis à l'hôpital et vous recevez la lettre de liaison par voie informatique référencée avec l'INS. Mais vous n'avez pas encore récupéré l'INS pour ce patient-là, pour ce résident-là, vous ne l'avez pas dans votre base. À ce moment-là, avant de l'intégrer, cette INS, vous devrez faire appel à cette opération de vérification. Et deuxième usage, c'est périodiquement, dans le référentiel INS, il est précisé tous les 3 à 5 ans, vous devrez vérifier les INS qui seront contenus dans votre base, que vous aurez récupéré dans votre DUI. Et là, vous ferez appel en masse au téléservice. Vous voyez, pour le premier cas, je vérifie une INS transmise par un professionnel parce que moi, je ne connais pas cette INS, je vais faire une opération unitaire. Et après, je dois vérifier périodiquement les INS dans mes bases. Je vais faire une opération de vérification en masse. Et je corrigerai la diapositive aussi. Le certificat serveur est disponible. Alors, on nous l'avait annoncé en mai 2021. Il est arrivé en septembre 2022, mais il est disponible. Et là, pareil, hein, pour l'opération de vérification, eh ben, il faut être authentifié de manière forte, carte CPX ou certificat serveur. Je vous propose de passer ce temps d'échange parce que j'ai peur d'être un peu courte en temps. Par contre, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Vous avez vu, je les vois et j'y réponds au fil de l'eau. Alors, mettre en œuvre votre projet. Qu'est-ce que vous avez à faire maintenant pour mettre en œuvre votre projet? Déjà, identifier votre équipe projet. Donc, première chose, c'est identifier votre référent en identitovigilance. Il faudra que dans cette équipe projet, vous ayez le responsable, le référent qualité éventuellement, les équipes qui sont en charge de l'accueil des usagers et évidemment, le responsable des systèmes d'information. L'idée, c'est de faire au départ un état des lieux à la fois de vos organisations et de vos pratiques d'identification primaire et de votre système d'information. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur un questionnaire d'auto-évaluation qui a été proposé par l'Agence du numérique en santé. L'idée, ce qui est intéressant dans ce questionnaire, c'est qu'il vous mâche un peu le travail, il vous pose toutes les questions pertinentes et il vous propose après, en fonction de vos réponses, un plan d'action personnalisé. Donc, ça vous guide un petit peu. Vous voyez, vous n'avez plus qu'à le suivre pas à pas. Vous n'êtes pas…
C'est pour vous accompagner. Dans tous les cas, pour pouvoir appeler le téléservice, donc évidemment, vous pouvez mettre en place votre gouvernance, on va le voir après, mais tant que votre DUI n'aura pas une version INS, vous pouvez pas appeler le téléservice, vous ne pouvez pas récupérer l'INS, vous ne pouvez pas le qualifier parce que vous n'aurez pas les champs obligatoires pour créer l'identité, les statuts de l'identité et la validation de l'identité. Tout ça, il vous faut une nouvelle version du logiciel. Et en attendant cette nouvelle version, vous pouvez faire des choses quand même en identitovigilance. En identitovigilance, vous pouvez déjà mettre en œuvre, si votre logiciel vous le permet, les pratiques que je vous ai décrites dans ce webinaire. Vous pouvez réfléchir et mettre en œuvre votre gouvernance, c'est-à-dire qui sera mon comité d'identito. Ce n'est pas obligé d'être un comité un nouveau comité. La mission comité d'identitovigilance peut être inclue dans un comité existant, qui peut être le comité qualité, le comité de direction. Vous voyez, ce n'est pas la peine de recréer une instance. L'idée, c'est que d'utiliser une instance existante pour y inclure finalement les missions d'identito. Voilà. Vous aurez à formaliser les procédures, rédiger votre charte d'identitovigilance, évidemment former vos professionnels et les risques, j'en ai parlé tout à l'heure. En termes de système d'information, il y a la commande de carte CPX, la commande des lecteurs de cartes, éventuellement le certificat serveur. Moi, le certificat serveur, je ne conseille pas trop parce que la procédure d'auto-homologation à conduire, elle n'est quand même pas si simple que ça. Et puis, une fois que votre éditeur vous aura fourni la version INS de l'outil, il faudra faire quelques tests quand même pour vérifier qu'il ne vous a pas vendu du vent, que ça se comporte bien comme attendu et qu'il n'y a pas de, excusez-moi, de défaut. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser le cahier de test métier, mais vous pouvez aussi me contacter parce que moi, je m'attache à tester au moins une fois chaque outil. Donc, si j'ai déjà testé votre outil, je vous enverrai le cahier de test renseigné et je vous dirai ça, c'était conforme, ça, c'était pas conforme, etc. Si je ne l'ai pas encore testé, on convient d'une session de travail et on le teste ensemble. Voilà. Cette diapo, il faudra que je la modifie un peu. 41, c'est trop. Et ensuite, il faudra, alors j'ai noté, définir les modalités de diffusion de l'INS. En gros, c'est qu'est-ce que vous allez imprimer sur les documents pour vous. Et si jamais vous avez des interfaces, par exemple, je ne sais pas moi, de la prescription connectée avec un labo sous-traitant, comment vous allez envoyer l'INS à votre labo sous-traitant et comment il va lui la récupérer. Et donc là, il faut faire des tests avec les deux acteurs, mais je ne pense pas que ça soit très fréquent en médico-social. Côté juridique, c'est quand même des éléments importants. Si vous avez des prestataires, ça peut être une pharmacie par exemple, ça peut être un cabinet d'imagerie pour la radiologie, ça peut être un labo de biologie médicale, et si vous avez donc des conventions ou des contrats de sous-traitance, il va falloir les mettre à jour, en particulier pour inclure ce qu'on appelle la clause de confiance, c'est-à-dire de respect des deux parties. Chacun s'engage à respecter le référentiel INS et le RNIV. Et si les deux acteurs se sont engagés, chacun peut avoir confiance dans l'identité transmise par l'autre et ça vous évitera, par exemple, d'avoir à transmettre une copie de pièce d'identité au laboratoire. Vous lui transmettez une identité qualifiée, vous lui dites « moi, je me suis engagé à respecter le RNIV, j'ai qualifié mon INS, enfin l'INS de l'usager, en respectant bien les exigences du RNIV. » Et votre partenaire, il dit « bon, ok, on a la clause de confiance, j'accepte cette identité qualifiée, je n'ai pas besoin de revérifier une pièce d'identité. » Voilà.
Et il faudra tout ce qui est RGPD, donc Règlement général de protection des données, ça sera à mettre à jour par votre DPO pour y intégrer l'INS comme nouvelle donnée traitée. Mais bon, je ne suis pas sûre que vous ayez tous fait votre registre de traitement, hein, parce que même dans les hôpitaux, c'est des choses qui traînent un peu parce que c'est compliqué, qu'il n'y a pas de ressources. Donc, il faudra le faire, mais ce n'est pas à mettre en 1 sur la liste des actions. Évidemment, il faudra informer les usagers et les correspondants. En termes d'organisation, vous avez à réfléchir à un certain nombre d'items qui sont en particulier comment je vais valider et qualifier les INS, c'est-à-dire quelle organisation je vais mettre en place dans ma structure. Qu'est-ce que je ferai si jamais l'INS n'est pas tout à fait la même que l'identité locale ou que l'identité de la pièce d'identité? Si j'ai un échec lors de l'appel au téléservice, qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais faire si j'ai reçu une INS d'un correspondant, un hôpital par exemple, je fais appel au téléservice de vérification et il me dit non, cette INS, elle n'est pas bonne. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais répondre à la question de Stéphane. Est-ce que l'INS est générée au fur et à mesure ou préexiste-t-elle et nous allons simplement la chercher? Non, elle préexiste. Hein. L'INS, elle existe dès finalement l'enregistrement. Si on prend le cas d'un usager né en France, on le déclare à l'état civil, les informations remontent dans la base nationale, donc la base INSEE, et là, vous avez l'INS. La seule chose qui manque, c'est le fameux identifiant technique l'OID, qui lui, effectivement, est généré par le téléservice en disant « c'est un NIR, je mets tel OID ». Mais les traits d'identité et le matricule existent dès l'immatriculation de la personne. Voilà. Donc là, je vais vous proposer quelques pistes de réflexion sur les organisations et les pratiques en faisant quelque chose d'assez simple. Alors, n'ayez pas peur de la diapositive, elle est très lourde, mais si vous voulez, ce qu'il faut en retenir de cette diapositive, c'est qu'il y a plusieurs types d'organisations qu'on peut mettre en place. Moi, ce que je vous conseille dans le médico-social, c'est d'adopter l'organisation 1, c'est-à-dire au moment de l'admission ou de l'accueil de l'usager, je vais créer l'identité, je vais la valider, je vais appeler le téléservice et essayer de qualifier l'INS. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que vous n'avez pas beaucoup d'accueil tous les jours. Ce n'est pas comme un établissement de santé, donc vous pouvez prendre un peu de temps pour accueillir chaque usager. Vous voyez, même si ça vous prend un quart d'heure, alors ça ne prend pas un quart d'heure, hein, normalement quand on est rodé, s'il n'y a pas de problème, en 10 minutes, on a fait ça, maximum 10 minutes. Mais 10 minutes, vous pouvez les consacrer à un accueil d'usager. Par contre, par exemple, en établissement de santé, eh ben, c'est… parfois, il n'y a pas 10 minutes. Parfois, c'est 1 minute ou 1 minute et demie ou 2 minutes l'accueil d'un usager. Et donc, on ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça qu'il y a des propositions alternatives d'organisation. Moi, l'idée, c'est que je vous conseille de tout faire au niveau de votre accueil. Par contre, si vous avez un écart entre l'INS et l'identité de la pièce d'identité, à ce moment-là, l'analyse des écarts doit se faire en deuxième niveau, soit par, si vous avez votre référent INS, oui, par le référent d'identito-vigilance, soit vous pouvez choisir de faire une analyse collégiale au moment de votre comité d'identito-vigilance. Bon, maintenant, il ne faut pas se dire j'attends 6 mois la prochaine réunion du comité. Et je pense que c'est la meilleure organisation pour vous. Ça évite de revenir 2 fois sur l'identité et vu les retours qu'on a déjà sur la récupération de l'INS dans le médico-social, hein, c'est plutôt dans les 98-99%. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de… Il y a peu de problématiques. Moi, je vous conseille d'adopter l'organisation numéro 1. Voilà. Alors, ensuite, je vous parlais de réfléchir aux organisations et aux pratiques. Quelles sont les identités divergentes que le professionnel de l'accueil peut
accepter, etc. Nous avons fait, dans le cadre du GRIV, une fiche pratique qui a été diffusée par l'Agence nationale du numérique en santé, que vous retrouvez sur le site du GRIV, dans l'espace collaboratif, mais également sur le site de l'ANS, et qui est utilisé dans la majorité des régions, pour vous expliquer quelles étaient les principales divergences qu'on pouvait retrouver et vous proposer une conduite à tenir. Alors, je vous fais un bref résumé. Alors, ça ne peut être que bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si vous êtes extrêmement intéressé par ces discordances et que vous voulez un exposé plus détaillé, je vous invite à vous inscrire au webinaire côté sanitaire, où la deuxième partie du webinaire, on passe quasiment 1 heure sur toutes ces discordances, alors que là, on va y passer 2-3 minutes, très clairement. Voilà. Donc, pourquoi il y a des discordances? Il faut savoir que la base pour les titres d'identité, donc la base TES, titre électronique sécurisé, et la base dont provient l'INS, donc soit l'INSEE géré par, soit le RNIPP géré par l'INSEE, soit le système national de gestion des identifiants, qui est la base qui est gérée par l'assurance maladie, elles n'ont pas, ce ne sont pas les mêmes bases. Donc, qui dit base différente dit peut-être éléments différents dans les bases, très clairement. Pourquoi? Parce que dans la base RNIPP SNGI, dans la base de l'INS, il y a l'identité telle qu'elle est enregistrée à la naissance ou au moment de l'immatriculation. Dans la base du ministère de l'Intérieur, pour les pièces d'identité, il y a l'identité qui est communiquée lors de la demande de pièces. Tout n'était pas informatisé au début, si vous voulez. L'informatisation de ces bases, c'est très récent. Pour la base INSEE, c'est les années 70. Alors bon, d'accord, ça fait 50 ans, les années 70. Mais enfin, 50 ans, c'est pas si vieux que ça. On a beaucoup d'usagers qui ont plus de 50 ans et c'est chez eux qu'on va retrouver souvent les discordances, parce que qui dit pas d'informatisation dit saisie manuelle. Qui dit saisie manuelle dit erreur humaine. Donc, plus d'erreurs avant l'informatisation. Pour la base des titres électroniques sécurisés, celle-ci, cette base test, l'informatisation, elle est encore plus récente. En tout cas, l'informatisation de la transmission des extraits d'actes de naissance depuis les mairies de naissance vers les mairies de domicile, c'est extrêmement récent. Ça a été généralisé en 2017. Donc, ce qui veut dire qu'avant, les extraits d'actes de naissance, on les avait papier, on les ressaisissait. Et qui dit ressaisie dit erreur humaine. Enfin, concernant les codes des lieux de naissance, dans la base d'identité de l'INS, le code existant est celui qui existait au moment de l'immatriculation. Dans la base du ministère de l'Intérieur, des titres d'identité, c'est le code qui existe au moment de la réalisation de la pièce. Et tout ça, ça va vous expliquer un certain nombre d'erreurs. Alors, les problèmes d'informatisation tardive de la transmission des pièces d'identité, de la transmission des identités vers la base INSEE à partir des mairies, des officiers d'état civil des mairies, ça va nous expliquer des erreurs d'orthographe sur les prénoms. Alors, je recommence là, parce que ça va être plus clair comme ça. Les erreurs, elles sont plus fréquentes sur les prénoms, elles sont plus fréquentes sur les codes de lieu de naissance. Sur les prénoms, ça s'explique par des erreurs humaines de retranscription. On retrouve des erreurs d'orthographe, des erreurs qui sont assez fréquentes aussi sur les prénoms composés. On peut avoir un tiret sur la pièce d'identité, pas de tiret dans l'INS qui revient, ou l'inverse. Et des prénoms, il peut arriver que le premier prénom soit différent. Ces erreurs sur les prénoms, elles sont plus fréquentes sur les sujets âgés, du fait qu'il n'y avait pas d'informatisation, donc il y avait des recopies, et elles sont plus fréquentes sur les sujets nés à l'étranger, qui ont été immatriculés par l'assurance maladie. Pourquoi? Parce que un employé de l'assurance maladie, ce n'est pas un officier d'état civil, il a peut-être accordé moins
de soins à la recopie d'identité, et puis peut-être aussi parce que on est moins accoutumé aux noms et aux prénoms et on peut faire plus d'erreurs en les saisissant. Sur les lieux de naissance, les différences entre les pièces d'identité et les codes trouvés dans l'INS s'expliquent par des changements de code commune. Je donne un exemple tout bête. En 1968, tous les codes, la région parisienne a été réorganisée. Des départements qui étaient des communes qui étaient dans le département de Paris se sont retrouvées dans le département des Hauts-de-Seine. C'est le cas de Suresnes, par exemple. Donc, votre patient qui est né à Suresnes en 1960, il est né dans le département 75, code commune 75 073. Mais si il fait faire sa pièce d'identité aujourd'hui et dans le code commune que va connaître votre logiciel, lui, il va dire mais non, moi 75 073, je ne connais pas. Suresnes, c'est 92 073. Ça, ce n'est pas une discordance. Ça s'explique par des règles de gestion différentes des deux bases. Voilà, tout simplement. Pour les pays, c'est pareil. Il y a des pays qui disparaissent, il y a des pays qui se créent. Nous, en France, on a eu le cas particulier des colonies françaises. Donc, ces discordances sur les codes de lieu de naissance, on les trouve très fréquemment sur les Français nés en Algérie française, mais aussi sur les étrangers nés en Algérie une fois qu'elle était algérienne. Donc, je vous renvoie à la fiche pratique ou alors au webinaire établissement de santé pour plus de détails, parce que là, je vous ai fait un résumé très résumé, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il existe des discordances. Certaines sont explicables et si certaines vont empêcher de qualifier l'INS, toutes ne doivent pas être bloquantes. Voici l'arbre décisionnel qu'on propose en région PACA. Vous avez une discordance. Évidemment, la première chose à faire, c'est de s'interroger, c'est je ne me suis pas trompée, j'ai sélectionné le bon dossier. Si j'ai lu par carte vitale, j'ai sélectionné le bon bénéficiaire. Est-ce que c'est bien la même personne? J'ai pu faire une erreur de sélection de dossier. Si ce n'est pas la même personne, on arrête tout, on resélectionne le bon dossier, etc. Et on recommence. Si c'est la même personne, on va se poser la question, est-ce que la discordance porte sur un des traits que moi, je vais utiliser si l'usager revient pour rechercher l'identité? Qu'est-ce qu'on utilise comme trait pour rechercher une identité? Et pour contrôler une identité, on utilise le nom de naissance, on utilise la date de naissance, on utilise le premier prénom et le sexe. On contrôle le sexe quand on a cherché l'identité. Si la discordance porte sur un de ces 4 traits, je ne peux pas récupérer l'INS. Pourquoi? Parce que alors pour l'EHPAD, c'est peut-être un tout petit peu différent parce que le patient est un résident, l'usager est un résident, donc il est là, c'est son domicile, il ne va pas sortir et revenir. Par contre, sur je ne sais pas moi, d'autres champs médico-sociaux tels le handicap, tels l'enfance et l'adolescence, il faut être sûr de pouvoir retrouver le dossier de l'usager s'il revient. Et quand il va revenir, sur quoi on va se baser pour faire une recherche? Sur sa pièce d'identité. Donc, on ne peut pas accepter une discordance qui porte sur un trait utilisé pour la recherche. Maintenant, si la discordance porte sur le lieu de naissance ou sur un autre prénom, par exemple, sur la pièce d'identité, il y a Gustave en deuxième prénom, et puis dans l'INS, il y a une erreur de saisie, et on a saisi Gustave ou Valentin, Velantin, où il n'y a pas le même nombre de prénoms. C'est pas bien gênant tout ça si on est sûr que c'est le même usager, parce qu'on ne va pas utiliser le lieu de naissance pour rechercher une identité. On ne va pas utiliser le troisième prénom. On va toujours utiliser le premier prénom ou le prénom utilisé de l'usager. Donc là, on peut qualifier l'INS. Et vous voyez, en respectant cet arbre décisionnel, finalement, le nombre de cas où on ne pourra pas qualifier l'INS, ça va rester très faible. Je vous dis, à mon avis, entre 1 et 2 %. Si on a une discordance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interroger l'usager pour connaître l'identité correcte. Il faut l'informer sur la nécessité de la correction. Alors, pour corriger l'identité, soit c'est sur la pièce d'identité, il faut refaire faire la pièce, soit c'est dans l'INS, et à ce moment-là, il y a un site pour les usagers nés en France
Ça se fait sur servicepublic.gouv.fr et c'est bien précisé dans un flyer de l'ANS que vous avez dans les documents utiles et tous ces liens, vous les avez bien précisés dans la fiche pratique 04. Et par contre, là, vous voyez, quand on a une discordance, c'est peut-être cette discordance qui devra être traitée par le référent en identito-vigilance, qui aura peut-être un peu plus de connaissances sur le sujet, ou par le comité d'identito-vigilance. Alors, j'avais une question, une CIV de Marie Goncalves. Une CIV est toujours obligatoire. Alors, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir une instance de pilotage, que moi j'appelle souvent comité stratégique d'identito-vigilance. Maintenant, vous pouvez l'appeler autrement. Vous n'avez pas besoin, vous, en médico-social, d'avoir une instance opérationnelle distincte. Par contre, il va falloir qu'au sein de votre comité de pilotage, votre instance stratégique, vous définissiez qui va se charger des problèmes au quotidien. Ça peut être le référent en identito, ça peut être le responsable des admissions ou des entrées ou de l'accueil. Et dans les problèmes au quotidien, vous voyez, je pense à ce type de problème. J'ai une discordance, qu'est-ce que je fais? Ça ne peut pas attendre 3 mois, la réunion du comité et la décision, il faut la prendre. Donc, et vous voyez, dans vos organisations, il faut réfléchir à ça. Qui va traiter la discordance? Comment on va lui communiquer la discordance? Quel sera le circuit, etc. Voilà. Alors, Stéphane, nous mettons en place une charte plus différentes procédures. Oui, vous êtes tout à fait dans le vrai, Stéphane. Vous devez mettre en place la charte et les procédures de… Alors, moi, j'appelle ça la procédure d'accueil, de recherche et de création d'une identité. Oui, oui, il faut, c'est une procédure indispensable, il faut la mettre en place. Alors, pour continuer, vous devez également réfléchir à la conduite à tenir en cas d'échec d'un appel à l'opération de vérification. Alors, ça sera dans un deuxième temps. L'opération de vérification, vous n'allez pas le faire tout de suite, donc vous pourrez attendre dans un deuxième temps, quand je sais pas, ça peut attendre 1 an. À mon avis, vous voyez, ça peut attendre entre 6 mois et 1 an. Ce n'est pas à prioriser. Si vous recevez une donnée de santé ou une identité que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez mais non INS, vous faites appel à l'opération de vérification et ça vous dit halt, KO, la vérification est KO. À ce moment-là, il ne faut pas intégrer le matricule INS puisqu'on vous dit que ce n'est pas le bon. Et il faut idéalement contacter la personne qui vous a transmis cette donnée pour lui dire « moi j'ai un problème, l'identité que vous m'avez transmise, elle n'est pas INS, j'ai fait appel au téléservice de vérification et ça ne fonctionne pas ». Voilà. Et lors de la réception d'une donnée de santé, c'est pareil. Si vous avez un KO sur l'opération de vérification, surtout, vous n'intégrez pas la donnée automatiquement dans un dossier. Et ça aussi, ça sera des éléments à traiter par le référent en identito-vigilance. Ça ne va pas arriver tous les jours, très, très clairement. Cette diapositive, presque, je pourrais la présenter d'ici 1 an. Vous voyez, ça suffirait. Ce n'est pas l'urgence. Vous devez évidemment former vos professionnels. Vous devez former vos professionnels. Donc, vous pouvez… on vous apporte une aide, on vous apporte un appui sur la formation. On propose, nous, des formations d'identification primaire et secondaire spécifiques du médico-social. Vous avez tous les liens d'inscription et tous les renseignements sur la formation dans le catalogue du GRIV. Donc, n'hésitez pas à inscrire des professionnels de votre structure. Et évidemment, la formation, il faudra que vous la complétiez de votre côté, ne serait-ce que pour dire, moi, mon DUI, il faut cliquer là, parce que nous, on ne va pas… on fait des formations générales à l'identito-vigilance, mais on ne peut pas faire des formations spécifiques à l'outil. Dernière chose très importante, vous devez informer les usagers et les correspondants. Et les usagers, c'est obligatoire, parce que l'INS est une obligation légale, c'est-à-dire que l'usager ne peut pas s'opposer à l'utilisation de l'INS, par contre, il doit être informé. Donc, vous pouvez utiliser des affiches d'information qu'a produit le GRIV ou d'autres qu'a produit l'ANS. L'idée, c'est aussi d'avoir des éléments de langage oral à donner aux
aux usagers qui demanderaient des compléments d'information. Ah bah, c'est quoi cet INS? Ça sert à quoi? Et pourquoi c'est faire? Et ça sort d'où? Etc. L'idée, peut-être, c'est de faire des fiches d'éléments de langage pour vos professionnels. Alors, vous pouvez regarder, il y a des supports hein, dans l'Agora Social Club, l'espace collaboratif Grive, il y a des supports et des éléments d'information. Et je vous renvoie à la diapositive du début du webinaire où je vous avais mis les excusez-moi, les supports. Vous avez des fiches pratiques qui ont été rédigées. Vous pouvez récupérer pas mal d'éléments d'information. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez utiliser, on a produit, nous, dans le cadre du GRIV, pas mal d'affiches. Hein, et l'ANS, ici à droite, vous propose d'utiliser également ces affiches. Vous avez les liens, pareil, pour le télécharger. Enfin, pour terminer, quels sont les indicateurs à suivre? Votre éditeur, il doit vous permettre de suivre à minima le taux d'identité selon le statut. Donc, taux d'identité provisoire, validé, récupéré, qualifié. Le GIE Sésame Vital, lui, il suit et il met en ligne, là je vous ai mis le lien où vous pourrez consulter, les appels au téléservice. Donc, vous pouvez télécharger tous les mois les indicateurs et regarder un peu ce que ça a donné pour votre structure. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé pile poil dans les temps. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, si vous avez encore des questions, moi, je peux y répondre encore évidemment pendant quelques minutes. Hein, donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En attendant que les questions arrivent, on va nous vous transmettre maintenant un questionnaire de satisfaction sur la formation. On va vous proposer également de participer à un quiz. Ce n'est pas du tout obligatoire, hein, mais c'est un peu ludique. Hein. On fait ça avec un outil qui s'appelle Klaxoon. Il y a des petites questions et ça vous dit bah, c'est juste, c'est faux, etc. Vous pouvez, si vous le souhaitez évidemment, utiliser le questionnaire d'auto-évaluation qui est présent sur le site de l'ANS pour évaluer vos pratiques. Hein. Je vous l'ai présenté dans la première diapo sur conduire le projet. Si vous pouvez répondre au questionnaire de satisfaction, c'est très, très volontiers. On prend toutes vos critiques, toutes vos remarques pour que nous puissions nous améliorer. Enfin, j'espère avoir été claire. J'ai tenté de vous décrire brièvement les discordances qu'on peut trouver entre l'identité locale et l'INS. Et bon, je m'en excuse, c'était très raccourci vu le temps imparti, mais je voulais vous présenter les principaux écarts et surtout vous sensibiliser au fait que malgré certaines discordances, on peut quand même qualifier l'INS. L'INS, ça sert à améliorer la coordination, à améliorer le parcours de l'usager. Ça serait quand même un comble que les sujets âgés qui ont le plus besoin de coordination, mais qui sont aussi le plus démunis pour faire corriger les éléments, hein, parce que Internet, le site service public, aller à la mairie, refaire une pièce d'identité, c'est très compliqué pour eux, voire quasiment impossible. Ça serait un comble qu'ils ne puissent pas avoir d'INS alors que c'est eux qui en ont le plus besoin. Je vous remercie à tous de votre attention. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas, même à distance de la formation, n'hésitez pas à nous les poser en nous écrivant à grive@ies-sud.fr. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. À bientôt.